La discrimination à l'embauche pour les immigrants au Québec et la charte de la laïcité constituent le focus du mois sur notre site. Le 27 mars, dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme, l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité au Québec, AMAL, ainsi que l'organisme Communication pour l'ouverture et le rapprochement interculturel ont organisé une table ronde sur le thème de la discrimination à l'embauche au Québec. Des candidats de 4 partis politiques québécois étaient présents pour échanger avec des citoyens dans une salle de l'Université du Québec à Montréal. En ouverture, la ministre de l'Immigration, Diane de Courcy, s'est empressée d'annoncer la baisse du taux de chômage et l'augmentation des emplois pour les immigrants arrivés au Québec depuis 5 ans. Le taux de chômage des immigrants arrivés depuis 5 ans a baissé de plus de 6 % entre 2012 et 2013 et est maintenant sous 15 %. Le taux d'emploi des immigrants arrivés depuis 5 ans a aussi monté de plus de 6 % entre 2012 et 2013. Ça s'en va clairement dans la bonne direction. Cela dit, nous savons que les Maghrébins vivent une situation plus difficile que la moyenne, mais là aussi, la situation s'améliore. De très bons chiffres, à mon avis, pas suffisants encore, mais de très bons chiffres. Entre 2012 et 2013, le taux de chômage des Maghrébins arrivés depuis 5 ans au moins est passé de 23,3 à 19,3, baissé un peu, et le taux d'emploi de 50,1 à 54,7. Ce sont de bonnes nouvelles, mais beaucoup de travail reste à faire. Il est normal qu'il y ait un peu plus de chômage les premières années. Il faut se faire connaître, se bâtir un réseau et faire ses preuves. Mais une partie de l'écart s'explique aussi malheureusement par la discrimination. Et cette discrimination à l'emploi n'est pas vécue uniquement par les Maghrébins du Québec, mais bien par la majorité des immigrants, comme l'explique de façon pertinente Christopher Skeet, candidat pour la coalition Avenir Québec dans le comté de Fabre. Alors, la discrimination, oui, elle est vivante, oui, elle est pertinente et oui, elle arrive à tous les jours. Définitivement, à l'embauche, ça existe. Définitivement, la discrimination subtile existe. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est correct de nos jours d'être raciste dans notre tête. Si on n'en parle pas. Si on... Oh, ce groupe-là, je ne l'aime pas, mais je ne peux pas le dire à voix haute. Fait que je vais juste agir personnellement dans moi raciste. Je vais vous donner un exemple, ce qui m'a frappé quand j'ai lu ça. Vous allez me pardonner les statistiques exactes, mais une journée, je lisais le journal L'Actualité, le magazine L'Actualité. Et il y avait une photo d'un noir assez foncé, même les noirs diraient « Wow, il est foncé ce gars-là ». Et puis, sur l'image, on disait Est-ce que vous laisserez cet homme marier votre fille? Et la réponse, à 80 % selon le sondage, était à 80 % oui. Alors, c'est une bonne nouvelle. On se dit que le racisme recule. Mais ce qui est intéressant de cette analyse-là, c'est que les gens sont habitués de répondre oui à une question comme ça, parce que si on dit non, on est un gros raciste. Alors, le conditionnement qu'on a eu depuis plusieurs années nous dit que ce n'est pas correct de dire ça. Alors, les gens le répètent presque automatiquement. La prochaine question posée par l'Actualité était « Embaucherez-vous cet homme-là? » Et là, tout de suite, on voit le pourcentage tomber à 35 %. Alors, il peut marier ta fille, mais il ne pourra pas travailler pour faire vivre sa famille. Et c'est ça qu'on a trouvé dans la situation. Et ça ne date pas de longtemps, ça date après l'année 2010, je pense que je l'avais lu. Alors, la situation, elle est loin d'être résolue. Et il y a beaucoup de facteurs qui affectent cette situation. En particulier, les noms. Christopher Skeet, au Québec, ça fait maudit anglais. Puis, quand que tu me regardes, mais c'est maudit brun. Alors, il y a beaucoup de choses. Les Maghrébins, eux, ont des noms particuliers. Moi, je travaillais à l'Agence des services frontaliers du Canada comme douanier. Je peux vous dire qu'après le 11 septembre, ça ne doit pas être le fun d'être musulman. Mon frère est musulman. Lui subit le même sort. Alors, moi, je considère que le racisme est non seulement subtilement dangereux et présent, mais qu'on doit s'y attarder rapidement. Et il y a des solutions. C'est une question de leadership. Il faut que le gouvernement agisse en leader pour régler le problème, ce qu'il n'a pas fait avant.
Les gouvernements subséquents n'ont pas pris cette situation-là très au sérieux, selon moi. Ça manque un affront et une détermination, pour citer un parti que je nommerai pas, pour adresser le problème. Il faut s'attarder parce qu'il y a une contradiction entre le message qu'on lance à nos immigrants, à nos nouveaux arrivés. Venez au Québec, ça va être l'Eldorado. Vous êtes la bienvenue. Hey, vous êtes médecin, demain matin, 300 000 $, venez-vous-en, sortez de là. Et quand il arrive, mais là, tout à coup, c'est compliqué. Là, tout à coup, les critères d'embauche ne sont pas ce qu'ils devraient être. Là, tout à coup, l'équivalence est gossante à aller chercher. Là, tout à coup, on se retrouve avec toutes sortes d'obstacles qui nuisent à l'intégration. Et après ça, ça cause un double problème, dans le sens que ces gens-là, non intégrés, frustrés à mort, se retrouvent à faire des jobs pour lesquels ils sont surqualifiés et on continue le cycle d'appauvrissement et aussi le cycle de frustration. Et ça en revanche, ça fait juste renforcer les perceptions des Québécois nés ici. Malheureusement, le thème central de cette table ronde, celui de la discrimination à l'embauche au Québec, a été occulté lorsque la ministre, Mme Diane de Courcy, a évoqué la Charte de la laïcité lors de sa présentation. Parmi vous, croient sûrement que l'adoption de la Charte de la laïcité compliquerait l'accès à l'emploi des femmes musulmanes, en particulier de celles qui portent le foulard. Je me permets de vous présenter un autre point de vue. Présentement, plusieurs employeurs craignent d'embaucher des personnes musulmanes parce qu'ils ont peur de se faire demander un local de prière, des congés supplémentaires pour des fêtes religieuses ou d'autres accommodements religieux. Ces demandes touchent une corde sensible, celle du retour du religieux dans nos institutions. Ça ne justifie pas la discrimination, mais ça en explique un bout. Les gens veulent éviter les problèmes potentiels et malheureusement, même ceux qui ne demandent aucun accommodement écopent parfois simplement parce qu'ils ont un nom à consonance arabe. Vous avez entendu souvent M. Drainville affirmer son intention de ne congédier personne et Mme Marois affirmer qu'elle cherche des voies de passage. Nous saurons trouver la manière de faire ce passage en tout respect des personnes. Quelle serait l'alternative? Pour les libéraux, c'est le statu quo. Le statu quo est-il si positif? Je ne crois pas. Il ne nous mène qu'à davantage d'incompréhension et de frustration de toutes parts et à un nouveau grand débat de société dans quelques années. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce débat ne disparaîtra pas. Il était présent du temps de la commission Bouchard-Taylor, il est revenu avec le débat sur la Charte et il reviendra encore tant que persistera ce malaise autour de la présence religieuse dans les institutions publiques. Madame de Courcy a certainement raison, car le débat fait rage au Québec et au Canada sur la potentielle adoption de cette charte controversée sur la laïcité. En effet, si les énoncés de neutralité religieuse et du caractère laïque des organismes publics, de même que les devoirs de neutralité et de réserve en matière religieuse contenus aux articles 1 à 4 du projet de charte, ne devraient pas poser de problème, la restriction relative au port d'un signe religieux prévue à l'article 5 continue de susciter la discorde. La règle selon laquelle, nous citons, un membre du personnel d'un organisme public ne doit pas porter dans l'exercice de ses fonctions un objet tel un couvre-chef, un vêtement, un bijou ou une autre parure marquant ostensiblement par son caractère démonstratif une appartenance religieuse, fin de citation, sera considéré par plusieurs comme portant atteinte à la liberté de religion et au droit à l'égalité. De même, l'obligation d'avoir le visage découvert, consacrée aux articles 6 et 7, est susceptible de faire l'objet d'une contestation constitutionnelle, comme le seront aussi les nouveaux critères de traitement des demandes d'accommodement en matière religieuse prévus aux articles 15 à 18. Madame Veil, du Parti libéral et ancienne ministre de l'Immigration, propose quant à elle de tout reprendre à zéro après les accommodements raisonnables, car selon elle, il y a eu trop de confusion et de mésinterprétations suscitées par cette charte. De plus, elle considère comme inacceptable que des acteurs importants et incontournables du secteur privé et de la société civile québécoise n'aient pas été consultés lors de la conception de la dite charte. Il y a eu beaucoup de confusion dans cette loi entre, d'une part, neutralité religieuse de l'État et les accommodements raisonnables. Évidemment, toute la partie sur les accommodements raisonnables s'inspire beaucoup du projet de loi 94. On peut avoir un consensus sur cet aspect du projet de loi. Mais sur la neutralité religieuse de l'État, le gouvernement a négligé ou
a vraiment mis à l'écart toutes les opinions très, très sérieuses de toute la société civile. Le barreau, la Commission des droits de la personne, le milieu universitaire, le milieu scolaire, les syndicats, la FTQ, les organismes qui font l'intégration d'emploi, finalement tout ce qui bouge dans la société civile qui a dit non. On ne peut pas interpréter et dire que le port d'un signe religieux vient compromettre la neutralité religieuse de l'État. Ce n'est tout simplement pas vrai. Et on a vu que tout récemment, même le ministre de la Justice aurait recommandé au Conseil des ministres une clause dérogatoire parce qu'il savait bien que le projet de loi 60 outrepassait donc la Charte des droits et libertés et la Charte canadienne aussi, et que ça prenait une clause dérogatoire pour pouvoir aller de l'avant. Bernard Drainville l'a toujours nié, mais moi, j'ai eu ce dossier-là. Je savais que, évidemment, ça irait contre la Charte des droits et libertés. Mais au-delà de la Charte, ça va contre notre histoire, qui a toujours été une histoire de diversité, une histoire de célébration de la diversité, une histoire d'accueil de l'autre. Mais je peux, un peu comme Christopher Skeet nous dit, évidemment, j'ai été ministre de l'Immigration. Je sais que les gens naturellement, dans toute société, peuvent craindre la diversité. J'ai eu beaucoup de discussions avec des gens à cet enjeu. Et c'est souvent dans les régions où les gens ne sont pas exposés à la diversité. D'où l'importance pour un gouvernement d'avoir des actions de promotion de l'ouverture. Il y a une étude intéressante qui vient de sortir de Harvard qui a dit que c'est en faisant la promotion de la rencontre de l'autre qu'on réussit à baisser les préjugés. Bernard Drainville disait toujours que les Québécois ont un malaise face à la diversité religieuse, et les gens sont venus en commission pour lui dire « Ce n'est pas des malaises, Monsieur le ministre, c'est des préjugés. Il faut contrer les préjugés. Il ne faut pas nourrir ces malaises parce qu'on ne fait pas des politiques publiques basées sur les malaises. » Donc, je vous dirais qu'il va falloir tout reprendre à zéro après ces élections. On a besoin de rebâtir les ponts. Il y a une urgence. Les gens sont très déstabilisés, sont perturbés. Je le sens tous les jours. On a besoin d'une libération. On a besoin de retrouver le Québec qu'on aime, un Québec inclusif, un Québec qui ne veut pas gaspiller le talent, ces magnifiques personnes qui viennent ici se joindre à nous pour bâtir le Québec. Et vous savez, la pub de l'Ontario que j'adore, We don't care what's on your head, only what's in your head that matters. On se fout de ce que vous avez sur la tête, c'est ce que vous avez dans votre tête qui compte. Et là, on a des chirurgiens qui portent la kippa au Jewish ou au MUHC, à l'Institut de cardiologie, il dit « Excusez-moi, moi je quitte si jamais on amène cette charte discriminatoire. » Quant à Andrés Fontechilla, président du Parti Québec solidaire, il a enfoncé le clou en précisant que la Charte des valeurs québécoises aboutira à l'exclusion des immigrants du marché du travail, avec toutes les conséquences qui en découleront, car, selon lui, cette charte a ouvert les portes à une discrimination raciste, en particulier envers les communautés maghrébines. Les chiffres ont été donnés, semble-t-il, il y a eu des améliorations. Tant mieux, mais les problèmes subsistent et il est très grave. Et cela nous renvoie à une notion beaucoup plus vaste. Et ça aboutit à l'exclusion du marché du travail avec tout ce qui s'en vient. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais la question de la discrimination renvoie carrément, malheureusement, à une attitude d'exclusion fondée sur une pensée raciste. On va le dire. Je ne veux pas, loin de moi, de dire que le peuple du Québec est raciste. Il n'est pas du tout question de cela. Tous les peuples du monde ont une certaine dose d'intolérance et les Québécois, les Québécoises ne sont pas différents des Chiliens, des Chiliennes, des Vietnamiens, Vietnamiennes. Nous avons tous la même intelligence. Il y a des doses d'intolérance qui s'expriment un peu partout au monde, des fois. Et je vais en faire comme deux grosses catégories, peut-être grossières, mais le racisme qui se manifeste par une discrimination ouverte et offensive, agressante, ce qui est heureusement, et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était presque absent de la scène publique québécoise, et une sorte de racisme, une sorte de discrimination diffuse, qui fait en sorte que, par exemple, sans se rencontre, les personnes issues de l'immigration, surtout les minorités qui ont une différence, qui sont basanés, qui sont noirs, qui viennent d'Asie, qui portent un voile, un signe religieux, dit ostentatoire. Et donc, tous ces gens-là, de façon subtile,
se font dire, vous n'avez pas le travail. Et souvent, parce que, non pas parce qu'il y a une attitude de fermeture face à l'immigration, mais parce que le curriculum vitae l'employeur n'arrive pas à le lire correctement, il ne comprend pas les expériences passées, ce qu'on appelle, ou par exemple, les expériences de travail ne sont pas bien transposées dans le langage du monde du travail ici au Québec. Ça ne renvoie pas automatiquement à une attitude raciste et discriminatoire ouverte, de dénigrement de l'immigration, mais ça renvoie à une sorte d'incompréhension de la réalité vécue par les immigrants. Et j'aurai aussi, j'espère, l'occasion d'y revenir. C'est ce que j'appelle la discrimination soft, en quelque sorte. Malheureusement, et je pense qu'on va affronter, on va prendre les taureaux par les cornes ce soir, entendre les personnes qui sont ici en avant, la question de la charte a fait en sorte d'ouvrir grandes les portes à des attitudes, à des propos, à une vision qui, jusqu'à il y a pas si longtemps, jusqu'avant la charte, avant septembre dès 2013, c'était une question qui était cachée. Donc aujourd'hui, on assiste à toutes sortes de manifestations ouvertement racistes et de discriminations envers une communauté en particulier, envers une section très particulière, une fraction très particulière d'une communauté, c'est les femmes voilées musulmanes. Et cela est vraiment déplorable. Et pour terminer, nous vous proposons un extrait du débat qui a suivi l'intervention des 4 candidats des partis québécois. Un débat animé par Lamine Foura, journaliste et également fondateur et secrétaire général du Congrès maghrébin au Québec. Comment allez-vous nous assurer, vous, Madame de Courcy, qu'il n'y aura pas de discrimination sur base religieuse? Ensuite, ma question, c'est, ça se pose aussi à Madame Baird, parce que en fait, ça peut se poser aussi aux autres panélistes, mais puisque vous avez occupé le pouvoir aussi. S'il est aussi facile de reconnaître les diplômes français, pourquoi ne choisissez pas de moyens pour reconnaître les diplômes d'autres pays dans lesquels vous allez recruter vous-même? Est-ce que c'est une question de moyens ou une question de volonté politique? Tu te fais dire de venir ici, tu te fais dire, viens, sors-toi de ton pays, viens te déraciner de tout ce que tu connais, viens immigrer dans un nouveau pays pour améliorer ton sort. Puis le sales pitch, là, il est bon. Hein? Il y a beaucoup d'argent dépensé pour aller chercher des gens de qualité. Alors, ils sont convaincus, puis c'est ça qu'on veut. Mais une fois arrivés ici, tout change. Puis il y a un manque d'intégration de ces gens-là, et c'est là que le bas blesse. Le bas blesse avec la façon dont on intègre ces gens-là dans le marché du travail, la façon qu'on coordonne avec les employeurs potentiels pour justement favoriser l'embauche de ces gens-là une fois arrivés. Alors, l'arrimage de recrutement, il se fait très bien. C'est une fois arrivé au niveau de l'intégration qui manque du leadership historique dans le dossier. Moi, j'ai été absolument estomaquée quand j'ai entendu la première ministre dire « Ce serait tout à fait correct que le secteur privé s'inspire de ce projet de loi, de cette charte. » Estomaquée parce que c'est la première ministre qui représente le gouvernement qui doit montrer de l'ouverture et que le secteur privé s'ouvre justement à ce qu'on appelle la diversité, dans toutes ses formes, avec tous ses signes religieux. Et c'était franchement irresponsable de sa part. Et je vais vous parler d'une étude que j'ai découverte à Berlin. Le Länder de Berlin avait adopté une loi en tout point de vue semblable à cette charte des soi-disant valeurs du Québec, qui était une loi laïcité pure et dure et fermée. Et les parlementaires étaient d'accord avec ce projet de loi, mais suite à l'adoption du projet de loi, ils ont découvert un nombre record de plaintes à la discrimination, évidemment dans le public, c'est évident, mais dans le secteur privé. Et ce qu'ils avaient découvert, c'est que le secteur privé avait emboîté le pas. Et les parlementaires, les élus, plusieurs élus, et la personne qui était responsable de contrer la discrimination à l'emploi a dit, si c'était à refaire, on ne le referait pas. Elle dit, on a eu 2 trains, une collision entre 2 trains, celui qui était la lutte à la discrimination et d'autre part cette charte de la laïcité, qui ressemble à tout point de vue à cette charte du Parti québécois. Ça, c'est la première question. L'autre question très importante concernant la reconnaissance des formations professionnelles.
Évidemment, notre gouvernement, on a travaillé très fort et c'est suite beaucoup à Bouchard-Taylor. Il faut vraiment aller regarder tout ce qui a été fait. Mais la ministre a mentionné justement, c'est un programme qui s'appelle le programme Ciel que moi j'ai mis sur pied. C'est la préparation avant que la personne arrive pour s'assurer que la personne puisse contacter l'ordre professionnel, s'assurer que son diplôme soit reconnu et que sa formation soit reconnue. Mais plus que ça, on a déposé, le Parti libéral, on a déposé un projet de loi qui va plus loin pour s'assurer que même avant de venir, on ait l'attestation, qu'il n'y ait pas de surprise. Si on voit vraiment que la formation ne correspond pas à une formation ici, on offre des voies alternatives. Et il y a beaucoup de gens, il y a des médecins qui reconnaissent, bon, ça va, dans mon pays, c'est pas comparable, mais on leur donne d'autres chemins. C'est un programme qui donne des succès. Et je réitère, en réponse à votre question sur le rôle d'un gouvernement, c'est sûr que le discours public est important. Actuellement, on a de la dissonance. On a un discours public gouvernemental qui prône l'institutionnalisation de la discrimination. Alors, comment voulez-vous, le secteur privé, évidemment, on leur dit, c'est pas bon de une femme qui porte le voile, et on le sait. Nous, on le sait parce que des gens nous appellent. Ils soupçonnent qu'ils n'ont pas été engagés encore plus, même avant qu'ils étaient discriminés. Certains, c'est des organismes parapublics qui disent, avec l'adoption de la loi 60, de toute façon, on ne pourra pas vous engager. Donc, la subvention salariale qu'on offrait, le programme Prime, et nous, dans le budget Bachand, on s'était engagé à doubler ce programme. Il a été coupé par le Parti québécois de moitié. Le programme Prime, oui. Et ça a donné un taux de rétention de 85 %. Donc, c'est des actions concrètes qui donnent des résultats. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut agir. J'ai choisi sciemment de faire le point, pour ma part, sur le point de vue sur la Charte dans les 10 minutes que j'avais. J'aurais pu vous parler de nombreuses mesures qu'il y a au ministère de l'Immigration, au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, etc., et d'écarter ce sujet. Nous ne serons pas d'accord ce soir sur les effets de la Charte, c'est manifeste, là. Je vous ai vu avec beaucoup d'enthousiasme. Je comprends ça. Je comprends que nous pouvons ne pas être d'accord sur le moyen qui est proposé dans le cadre de cette élection, qui est la Charte. Par ailleurs, je suis certaine que nous nous entendrons tous sur la question de la discrimination. Ça, nous savons, et je vous l'ai dit dès les premiers mots, nous sommes d'accord qu'il y a discrimination au Québec et vous le savez et je le sais. Je le sais d'ailleurs suffisamment bien pour avoir été pendant presque 14 ans à la Commission scolaire de Montréal, de l'intérieur au niveau des bureaux des ressources humaines et avec les enfants, les différents programmes d'éducation, et etc. Alors, je persiste et je signe. Je crois que cette charte aura des effets positifs. Ceci étant dit, en ce qui concerne les questions de 300 Maghrébins, trouvez-nous, de discrimination qui ont été victimes, je n'irai pas là. Ce que je vous dirai par ailleurs, c'est que j'essaie, dans tout ce débat, de ne justement pas dire les Maghrébins sont pour, ils sont contre, les Algériens pensent ceci, les Algériens pensent cela, les Chinois pensent ceci, les Chinois pensent cela. Je pense que nous sommes tous des citoyens, des citoyennes du Québec qui avons diverses opinions et qui les partageons ou les partageons pas. J'ai rencontré les 64 médias ou 67 médias de la diversité à quelques reprises cette année. Ça ne s'était jamais fait, d'ailleurs, avec autant de répétitions, vous vous en souvenez. Et par rapport au Maghreb en particulier, pour cette portion-là de la question, nous avons on a réactivé une table du Maghreb qui avait été abandonnée. On s'en souvient, c'était en 2008, vous m'aviez dit d'ailleurs vous-même. Oui. Depuis 2008, le gouvernement du Québec n'avait pas activé la table Maghreb-Québec. Il y avait eu 26 recommandations, c'est ça, hein? Oui. 26 recommandations. Sur les 26 recommandations en 2008 qui avaient été mises de l'avant, aucune n'a été mise en place. Aucune. Alors, vous savez, entre le discours public, les images et les campagnes, existe l'action. Comment faire? Et la question est juste que vous avez posée. À partir de maintenant, comment faire? Il n'y a pas 46 solutions, il faut prendre ça de tous les angles. Puis trouver la racine
du problème. Ce que j'ai constaté après avoir rencontré près de 2000 personnes dans une tournée des régions du Québec, c'est que pour la plupart, à l'exception d'une région, je vous dirais, que je ne nommerai pas ce soir, à l'exception d'une région, j'ai bien compris qu'on avait bien hâte d'accueillir des personnes immigrantes, mais qu'on ne savait pas comment faire, mais qu'il y avait des organisations, dont le CITO en Outaouais, plusieurs organismes communautaires qui avaient découvert la façon de faire. Et la façon de faire, c'est un accompagnement direct pour la personne immigrante et l'entreprise, les deux ensemble, avec le programme PRIME, puis je vais rectifier ce que vous venez de dire, la Commission des partenaires du marché du travail a mis 1,5 million de plus pour le programme PRIME. Alors, il n'y a pas de coupure là, dans le programme PRIME au Québec, qui est un programme d'accompagnement assez intéressant. Il y avait la question sur le privé. Oh mon Dieu, ben non, absolument pas. Voyons. Malgré la déclaration de Mme Marois. Mme Marois, ce qu'elle a dit, c'est dans l'entreprise privée, je ne gouverne pas les entreprises privées. C'est ça qu'elle a dit. Je ne gouverne pas les entreprises privées. Vous pouvez interpréter ça de la façon dont vous voulez, Mme Veil ou tous les autres. Mais ce qu'elle a dit est très clairement... Madame Veil, recommencez pas comme à l'Assemblée nationale. Recommencez pas comme à l'Assemblée nationale. Calmez-vous. Calmez-vous un petit peu, là. Calmez-vous un petit peu. Ressaisissez-vous. On va redonner la parole à... Alors, on va redonner la parole à... Vous avez encore 10 secondes, 10-20 secondes pour terminer votre... Oui. Alors, en ce qui concerne cette question-là de l'entreprise privée, personne n'a l'intention de légiférer autour de l'entreprise privée. Ça a été dit par Bernard Drainville. La réaction de Mme Marois, c'est de dire, mais est-ce que moi, je vais empêcher des entreprises privées de faire ce qu'elles veulent? La réponse, c'est non. Est-ce que je vais les empêcher de dire la Charte du Québec qui pourrait être adoptée, c'est une bonne chose? Non. Est-ce que je vais obliger les entreprises du Québec à se conformer à cette charte? Non. Alors, attention au bonhomme 7 heures, pour une expression québécoise, je suis certaine que vous connaissez très bien. Attention au bonhomme 7 heures. Donc, est-ce que le gouvernement du Québec, sous le Parti québécois, pourra autoriser une entreprise à discriminer? C'est pas comme ça que ça se pose. C'est pas comme ça que ça se pose. Ce qu'on veut faire, c'est des politiques, bien sûr, qui empêchent la discrimination au Québec. Vous êtes en train de toujours mélanger le choix individuel, le choix privé, les choix collectifs, et on tourne en rond dans cette question-là. La Charte, elle est requise par rapport aux accommodements raisonnables, par les signes ostentatoires au gouvernement, dans les postes gouvernementaux et ses organismes. Point à la ligne. On est là et que là. Peut-être j'ai mal compris, Mme de Courcy, mais j'ai compris aussi que Mme Marois, elle souhaitait que l'entreprise privée applique les principes. Je n'ai pas lu la question de légiférer, mais elle souhaitait que l'entreprise privée s'inspire de la charte des valeurs pour l'appliquer dans les emplois. Ce qui me semble... donc, si l'ensemble de la salle ici, si moi-même, je ne suis pas exceptionnel, vous savez, on a compris cette chose-là, je vous demande de demander à Mme Marois de corriger le tir, là, parce que ce qu'on a compris, c'est qu'elle fait un appel à la discrimination partout des femmes musulmanes voilées. Il me semble que le Parti québécois devrait corriger cette situation-là. Concernant la reconnaissance des diplômes, évidemment, il y a un problème là, mais moi, je connais des fonctionnaires qui font de la reconnaissance des diplômes, et c'est un processus assez technique, assez ardu, parce que c'est comme ça, mais le problème va au-delà de cette question-là, et il y a des éléments qui ont été mis de l'avant, c'est-à-dire des stages de mise à niveau. Souvent, c'est une question de protocole. C'est-à-dire un médecin qui est habitué à travailler, peu importe les pays, d'une façon. Vous savez, la médecine, c'est beaucoup de questions de protocole. Il arrive ici, il y a un protocole différent, et voilà, il est disqualifié pour cela. Donc, des mises à niveau, des stages de formation, etc. Par exemple, je connais une femme du Cameroun, noire comme l'ébène, qui a obtenu son diplôme de médecin en Allemagne. Quand même, c'est pas un pays du tiers-monde, à ce que je sache, l'Allemagne. Et ça lui a, jusqu'à présent, pour l'obtention de son permis de résidence, ça lui a coûté $13 000.
Pour une femme immigrante, là, c'est beaucoup d'argent et le gouvernement doit soutenir ces personnes-là. Je pense qu'il y a des choses qui ont été faites dans ce sens-là et il y a beaucoup de choses à faire. Mais je voudrais aussi signaler, en terminant, là, qu'il me semble qu'ici, il n'y a pas de monopole de la vertu. Les problèmes d'intégration, de discrimination des immigrants, ça peut commencer avec le Parti québécois. Là. Le Parti libéral, il a été 10 ans au pouvoir, puis ce problème-là, il existait là, à cette époque-là, toujours.